plaisir. Merci, merci. Très bien. Oui, oui, je l'ai vu. Oui, oui, merci. Chers amis de Cannes Université, dans le cadre du programme en ligne sur Facebook Live de Cannes Université, nous avons le plaisir de vous proposer ce soir un panel de 4 invités autour d'un thème plus que jamais d'actualité, l'intelligence artificielle. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le professeur Derrick de Kerkhove, professeur dans de prestigieuses universités et actuellement à l'Institut Polytechnique de Milan. Vous êtes aussi ancien directeur du programme McLuhan en culture et technologie et le directeur scientifique en Italie de revues de renom. Merci de votre présence et d'avoir organisé cette conférence permettant un regard croisé sur cette question complexe. À vos côtés, nous accueillerons Madame Candace Johnson, présidente du conseil d'administration de Seraphim Space Fund et de nombreux établissements dans le domaine de la science. Madame, merci de votre venue parmi nous. Nous accueillerons aussi Madame Laurence Vanin, philosophe et fidèle conférencière de Cannes Université, présente ce soir notamment en qualité de titulaire de la charte Smart City. Chère Laurence, merci de vous. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir chez vous, car vous êtes ici dans votre maison. Et enfin, Monsieur Marco Landi, président de Quelst, entreprise d'intelligence artificielle, spécialisée en la matière. Vous avez fait une brillante carrière chez Apple, vous êtes auteur de livres de référence sur ce domaine. Merci de votre participation à ce panel. Avant de vous laisser la parole à tous les 4 sur ce passionnant sujet que Cannes Université suit depuis plusieurs années à travers des colloques et des conférences, quelques informations pour nos adhérents. La semaine prochaine, nous continuerons ce programme en visioconférence. Notre programmation est à suivre grâce à notre site et notre newsletter. Soyez donc très attentifs. Je vous rappelle aussi que toutes nos conférences sont accessibles gratuitement, en replay, sur la page Facebook de Cannes Université, et ce, même si vous n'avez pas de profil Facebook. Merci à toutes et à tous pour votre présence si nombreux, et je passe la parole à nos intervenants, et en tout premier au professeur de Kerkhove. Merci, Monsieur Moncho. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Peut-être qu'on ne m'entend pas, mais c'est peut-être pas grave. Non, il faut ouvrir mon micro, je pense. Non? J'ai pas de feedback, donc je ne sais pas si on m'entend. Je crois que ce serait bon que je le sache. Heureusement qu'on n'est pas en direct, sinon ce serait un peu inquiétant. Voilà, bah écoutez, on peut dire que j'ai jamais fait un truc pareil. Je fais des quantités de webinaires, mais alors, un comme ça, c'est le gâteau. Ben, je suis très content de le savoir. All right, so, ben, écoutez, je vais donc commencer à répondre au sujet, puis un peu en sortir, pour de bonnes raisons d'ailleurs. Commençons par cette extraordinaire déclaration de Barack Obama qui nous dit ceci. Moi, j'ai un petit problème. Bon,
Ça commence par I won the election, a tweeté Donald Trump aux premières heures du 16 novembre 2020, donc il n'y a pas longtemps, 10 jours après avoir perdu les élections. Au même moment, le magazine Atlantic annonce une entrevue de Barack Obama dans laquelle ce dernier avertit que les États-Unis entrent dans une crise épistémologique sans précédent. Une crise du sens. Si nous n'avons pas, dit-il, la capacité de distinguer le vrai du faux, par définition, notre démocratie ne fonctionne pas. Selon Sarah Churchwell, qui écrit pour The Guardian, la démocratie américaine est confrontée non seulement à une crise de confiance, mais aussi à une crise de la connaissance elle-même, en grande partie parce que le langage est de plus en plus détaché de la réalité, alors que nous trouvons dans un tourbillon de mensonges, de désinformation, de paranoïa et de théories du complot. Alors, qu'est-ce que c'est les fake news? Ben, les exemples ne manquent pas. Ça m'étonnerait que quiconque qui sera à l'écoute n'en ait pas entendu parler, n'en ait pas subi les effets, mais donnons quand même quelques exemples. Il y a d'une part 1001 mensonges de Donald Trump au défi du réel, comme par exemple la comparaison de ce qu'on appelle the Mall à Washington lors de l'inauguration. Il y a le côté de l'inauguration d'Obama qu'on peut mettre à côté de l'inauguration de Trump, et il y a la moitié des gens du côté de Trump. Donc, il a très bien commencé, pour dire. Puis, vous invitez à boire du détersif pour combattre le Covid. Je reviendrai à ce personnage d'ubu qu'est notre Donald Trump. Sans parler alors des accusations de supercherie lors des élections. Non, il y en a une après l'autre. Supercherie des élections pour favoriser Biden. Donc ça, c'est tout à fait clair que ce sont des fake news. Il y a toute l'infodémie, et là-dessus, il y a des quantités de commentaires des médias et tout. Toute l'infodémie qui épouse finalement la pandémie, et est accompagné d'une quantité extraordinaire de fausses nouvelles qui fait qu'on ne sait plus quoi penser ni que dire. Et puis alors, en France en particulier, il y a eu un récent scandale national qui s'appelle Hold Up, et qui est un film de 2h45 qui soutient la théorie du complot autour de la théorie de Covid, et donc qui est un film très bien fait en plus, qui répond aux besoins d'une quantité croissante de gens. Et ça, c'est vraiment le problème. Puis enfin, il y a QAnon, je ne sais pas si vous avez vu cette extraordinaire théorie qui a fait des centaines de milliers de séides. QAnon, victoire de l'absurde et surtout du mythe du deep state. Et là, le deep state, il faut savoir ce que c'est, c'est-à-dire l'idée, qui n'a pas encore d'évidence, que tous les gouvernements du monde, ou en tout cas ceux qui sont d'accord entre eux, se seraient réunis pour contrôler le reste de la planète, à partir de réglementations sur la sécurité, sur autre chose. Enfin, moi, je vois ça très bien comme une espèce de bipartition du monde. On en avait les républicains et les démocrates aux États-Unis, mais on va voir les deep statiens et les négationnistes de l'autre. C'est assez extraordinaire. Donc, nous avons des paquets de fake news. Pourquoi? Parce que les fausses nouvelles et les contre-vérités ont toujours existé. Mais elles deviennent aujourd'hui un sujet central parce que les plateformes web et les médias sociaux éliminent toute médiation et rendent inefficaces les filtres, les contrôles, les règles professionnelles et éthiques. Les réseaux activent des processus de contournement et de déstructuration du système d'information, dépouillent les modèles centralisés tout en créant de nouveaux écosystèmes d'information instantanés, perméables, de plus en plus engendrés par les utilisateurs. La dynamique génératrice des médias sociaux est accentuée par la crise du rôle de la science à l'ère du négationnisme et de la post-vérité. Donc, c'est très encourageant, évidemment, de partager des nouvelles qui dénoncent la fourberie scientifique et autre chose.
une espèce de colère, une rage contre la science aussi qui se sent un peu partout, mais surtout aux États-Unis. Alors, il y a aussi ce fait que la communication immédiate élimine le temps de penser. Hein. Si vous voyez une nouvelle qui vous choque, vous avez envie de la passer à tout le monde tout de suite. Alors on ne réfléchit pas. Ça m'est arrivé une fois, mais je ne vous raconte pas parce qu'on n'a pas le temps, de me tromper. Et moi aussi, pas à tout le monde, mais à mes quelques amis, de me tromper sur une nouvelle. Et donc, ça venait du détachement émotionnel. Je ne vous raconte pas tout parce qu'effectivement, ça prendrait trop de temps. Mais les médias traditionnels vous permettent de réfléchir. Alors que le partage instantané vient du fait qu'on ne veut pas être hors du discours, hors de l'échange, avec sa chambre d'écho, comme on dit, personnelle. Donc, le partage vient avant l'approfondissement. Ça, c'est clair. Et pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que dans un contexte où tout le monde parle de tout, la dimension émotionnelle dépasse absolument la dimension factuelle des systèmes d'édition traditionnels. Par ailleurs, les gens ont tendance à ne croire que ce qu'ils veulent. Il n'est de pire sourd que qui ne veut pas entendre, on le sait. Ah, donc, ils persistent dans leur opinion, en dépit des évidences. On a fait des tas de recherches là-dessus, en dépit des évidences les plus irréfutables qui se trompent. Non, ils continuent à y croire. Alors, la question devient celle-ci. Et peut-être même, ils n'ont peut-être pas besoin de croire en ce qui leur est présenté. Il suffit simplement de vouloir le croire. Et ça a des répercussions énormes sur le statut, justement, de la connaissance aujourd'hui. Le rédacteur en chef de Fortune Magazine a résumé la situation. Il dit « Plus vous discutez, moins ils vous font confiance. Plus vous vérifiez les faits, moins ils vous croient. » C'est vraiment ça. Et alors, c'est ça le problème, c'est que peut-être ils n'ont plus besoin de ressentir la nécessité du sens comme médiation du réel. Ça c'est grave, c'est beaucoup plus au fond des choses que simplement la surface des âneries qu'on se partage. Alors, l'intermédiation, hein, il y a une petite histoire du sens que je voudrais vous donner, mais en toute humilité. Il est absolument clair, ce que je raconte est l'évidence expérimentale. Le sens, à quoi ça sert? C'est l'intermédiation obligée entre le geste, l'intention et son interprétation. Ce n'est pas du tout limité à l'homme. L'histoire du sens commence bien avant l'homme, dans le cri de l'animal, dans le geste. Tout ce qui échange une communication passe par le sens. Tout, sauf un. Le sens épouse tous les supports, le geste, la parole, l'écriture, les médias, mais l'algorithme n'en a pas besoin. Et ça, c'est important parce que ça fait partie du changement fondamental. L'algorithme n'a pas besoin parce qu'il contient déjà des signes de l'intention sans passer par l'interprétation. Un petit exemple tout simple, si vous utilisez Google Translate ou DeepL.com pour passer d'une langue à une autre, soyez sûr que le système ne parle pas cette langue, ni la vôtre, ni celle qui traduit. Il n'a pas besoin du sens. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est la première fois dans l'histoire de l'être. Les crises du sens, le sens commun, le bon sens et le sens tout court ne sont pas des crises nouvelles. Depuis Lautréamont jusqu'à Black Mirror, les artistes ont rué dans le sens, si on peut dire. Les crises du sens, par exemple, des Chants de Maldoror, de Lautréamont, l'extraordinaire énoncé de la lettre du voyant, d'Arthur Rimbaud, qui dit « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant, le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Bon, d'accord, vous allez me dire, il ne parlait pas du sens comme j'en parle moi-même, il parlait peut-être des sens sensoriels. N'oublions pas que le sens a trois paroles, à trois sens profonds. Il y a le sens signification, il y a le sens direction et il y a le sens sensation. Donc, c'est assez extraordinaire que 2 ans après les Chants de Maldoror, on arrive avec cet énoncé extraordinaire. Un autre, le surréalisme et Dada, bien entendu, ont joué et véritablement ont retravaillé le sens. Ils ont d'ailleurs détruit cette connectivité entre le sens et le réel. Ce sont les premiers qui l'ont fait d'une façon totalement délibérée.
Ensuite, nous avons en 1948 un après-guerre très critique, puisque Orwell nous écrit, en inversant les chiffres, 1984, et dans lequel on invente novlangue, qui est l'opposé, qui est Trump, c'est déjà Trump, c'est déjà l'opposé. Le Newspeak, c'est déjà l'opposition que Trump donnerait à toutes ces déclarations. Et alors l'intéressant, c'est que même au Canada, au Québec, 1948, c'est la date de la publication d'un manifeste par un groupe de 16 artistes, peintres, dont le leader Paul-Émile Bordua, qui fait un manifeste qui s'appelle Refus global. Refus global, dans lequel il y a le refus du sens commun. Ce n'est pas ici le sens de chaque mot, on ne détruit pas les... Non, c'est le refus du sens établi. Du sens établi, et on s'aperçoit que peut-être après Jarry avait cette intention. Non, j'ai dit Marc Rolland dans le... Il l'a donné par après, mais enfin, il a fait ça quand il avait 14 ou 15 ans. Mais Uburoy est aussi une sorte de crise du sens. La mauvaise foi de ça, c'était plus intéressant puisque c'est l'idée que le sens établi est un sens auquel les gens ne croient pas, mais un peu comme ce qui se passe encore avec le Parti républicain américain, mais c'est ce qui leur sert à eux. Je suis presque certain que même pas 10% des républicains américains croient à ce que disait Trump. Mais ce n'est pas leur problème. Hein? Donc on a affaire à des crises du sens dont l'actuel arrive à ce que j'appelle l'irrationnel. Ce n'est pas l'irrationnel qui s'oppose au rationnel, c'est l'irrationnel, c'est-à-dire quelque chose qui, comme on dit utopie, qui se débarrasse du rationnel, qui n'invite pas la contrepartie du réel. Et là, on a le théâtre de l'absurde. Non, c'est le théâtre de l'absurde, c'est précisément une espèce d'utilisation du langage qui est déraciné, absurdum, qui est déraciné. Et alors aujourd'hui, notre absurde aujourd'hui, j'aurais voulu pouvoir vous montrer cette image, mais vous l'avez tous déjà vue, c'est la montée au sommet de l'Everest par une file interminable d'alpinistes. Et on regarde ça, stupéfait. Comment est-ce possible de considérer cette chose qui a fait des centaines de morts comme une chose qu'on est obligé à faire en si grand nombre? Et comment le permet-on? On est dans une situation d'absurde caractérisée aujourd'hui. Et c'est un absurde que nous tolérons parce qu'effectivement, on n'a pas tellement de choix, mais il s'exprime de toutes les façons. L'absurde au pouvoir, Uburoy, Trump. J'aime bien encore ce que Barack Obama disait de lui. Je ne suis pas surpris que quelqu'un comme Trump puisse avoir une influence sur notre vie politique. Il est un symptôme autant qu'un accélérateur. Et ça, c'est très important de peser sur ça. Il est un symptôme autant qu'un accélérateur. Mais si nous devions avoir un populiste de droite dans ce pays, je me serais attendu à quelqu'un d'un peu plus séduisant. Très intéressant, il a dit ça le 16 novembre, dans cette interview. Il a dit un tas de choses vraiment intéressantes, dont celle-ci, par exemple. Toujours dans cette entrevue, cette fois-ci avec Jeffrey Goldberg, les théories du complot sont la réponse autoritaire à la paranoïa. Tout est également possible, mais une autorité reste aux commandes. Cela rend la conspiration plus réconfortante que la contingence, surtout si vous trouvez l'autorité rassurante. La conspiration et la paranoïa insistent sur le fait qu'il y a toujours un complot, que chaque complot a un auteur, quelqu'un est toujours responsable, même si c'est une personne que vous n'aimez pas, et surtout si c'est une personne que vous n'aimez pas, parce qu'alors vous avez quelqu'un à blâmer. Donc nous y voilà avec cette pensée très riche. Et reprend Sarah Churchwell. Lorsque nous perdons la trace de la version d'une histoire à laquelle nous devons croire, la paranoïa s'installe. Ce n'est pas par hasard si nous nous trouvons dans une crise épistémologique plusieurs années après ce qui est fréquemment décrit comme une crise des sciences humaines,
Les sujets mêmes qui se consacrent au système épistémologique, la langue, la littérature, l'histoire, la philosophie, la destruction des fondements épistémologiques créent la crise de la connaissance. Donc on est bien là. Mais alors, au fond, qu'est-ce que c'est que le sens? J'ai déjà dit que c'est une médiation cognitive nécessaire, requise par tout signe provenant de n'importe quelle source. La simple présence d'un objet pour une entité à peine consciente, animale ou humaine, nécessite une reconnaissance et une interprétation. Et cette interprétation, selon la sémiotique, requiert le strict minimum de 3 éléments. Un élément signifiant, l'objet, le geste, la vue, le toucher, quoi, qui se présente, et ça c'est le signifiant, relié à un signifié qui est le processus mental qui reconnaît ce signifiant et qui conduit à, et ça c'est la partie importante pour nous aujourd'hui, à un référent, la présence de l'objet du signifié dans la connaissance partagée de l'espèce concernée. Ça vaut pour les loups, les insectes et les humains. Il faut un référent. Il se peut que l'animal ne connaisse pas de quoi il s'agit, encore que la voix de l'autre ou le geste de l'autre va peut-être lui indiquer. Mais cette chose qui est même inconnue constitue le référent. Le référent qui garantit la cohésion du signe. Or, évidemment, aujourd'hui, le référent, par exemple, dans la substitution du visage, je suis en train de regarder à Trump avec les cheveux de Kim Jong-un et voir que Kim Jong-un avait les cheveux de Trump. C'est totalement rigolo. Mais là, personne ne vous joue un tour, on vous amuse. Mais la substitution de la voix est extraordinaire. La possibilité de substituer la voix, il y a un programme qui s'appelle Lyrebird et qui dit copier la voix de quelqu'un est un jeu d'enfant, enregistrer 1 minute de la voix d'une personne et Lyrebird peut comprimer l'ADN de cette voix, il dit bien l'ADN de cette voix, en une clé unique. Donc, il va se répéter dans tous les énoncés de la voix originelle. Vous pouvez aussi modifier votre propre voix, vous pouvez choisir parmi des milliers d'entrées prédéfinies pour votre application en temps réel, génération de grappes de voix différentes. Nous en avons mis à votre disposition en moins d'une demi-seconde. Contrôler l'émotion, la colère, la compréhension, le stress. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez simuler tout. Vous pouvez recommencer un discours qui n'a jamais existé. Alors donc, nous sommes dans un fake news généralisé. Alors, faut-il combattre les fake news? Et là, je reviens au sujet, d'une certaine manière. Selon le Digital Transformation Institute de Rome, la responsabilité de l'impact de fake news incombe également à ceux qui génèrent les chaînes, ainsi qu'à ceux qui construisent le nœud lui-même, c'est-à-dire le producteur du faux original. Et ce qui est intéressant, c'est que selon eux, leur position, c'est que la censure est non seulement contraire à la nature et à la structure du réseau, mais elle est également inefficace. Non? Et ça, on a entendu dire et lu ça depuis le début d'Internet. C'est une chose que tout le monde connaît. Mais enfin, c'est à prendre des pincettes, je crois, parce qu'il est très probable qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sur Internet, et on va en parler. Mais par contre, on ne peut pas demander aux plateformes, et là aussi, ça a été une discussion en Italie assez féroce autour des premières grandes diffusions d'Internet. Les plateformes ne peuvent pas devenir des censeurs par délégation gouvernementale, elles doivent au contraire promouvoir activement le développement de compétences et d'une culture de respect et de participation, qui sont essentielles pour que leurs utilisateurs puissent exercer leur droit à la citoyenneté numérique. Ça, c'est très clair. Alors, la vraie question du sujet, c'est comment les identifier. Alors, j'ai pour vous ce que j'appelle les conseils de grand-mère. Non, je vais vous les lire parce qu'ils sont marrants. Il y en a une dizaine. Et je dis pourquoi je dis ça. Ben, c'est pas parce que c'est pas bon. C'est tout à fait bien. Mais il faut aussi comprendre que c'est un peu évident. C'est un peu évident que si vous êtes en face d'une nouvelle dont vous n'êtes pas sûr, ben, il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous aider à ne pas vous tromper sur la question. Alors, il faut faire une évaluation visuelle. Comment évaluer la conception globale? Est-ce qu'un faux site d'information a souvent l'air amateur ou beaucoup de publicité ennuyeuse
ou utilise des images altérées ou volées. Puis identifier la source des nouvelles. Le Wall Street Journal et le CNN sont fiables, mais si c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler avant, ben évidemment, là, vous commencez à vous arrêter. Vérifier le domaine web, ça c'est toujours utile, s'il y en a un qui effectivement est accompagné. Consulter la section à propos de nous, ça c'est plus précis comme chose, et ça représente effectivement la dimension Internet. Donc, à propos de nous, ça veut dire c'est who we are. Enfin, c'est comme on peut avoir l'idée et alors chercher le nom des personnes qui sont impliquées, les associés, tout ça. Identifier bien sûr l'auteur. Les faux articles d'actualité ne mentionnent pas souvent, même presque jamais, le nom des auteurs. Donc, ça aussi, s'il n'y en a pas, c'est encore une raison supplémentaire de vous inquiéter. Identifier le message central. Les faux articles d'actualité poussent souvent un point de vue que vous commencez à voir comme inquiétant ou font des déclarations scandaleuses. Évaluer l'orthographe, la grammaire, la ponctuation. Si l'article comporte des mots mal orthographiés, ça, à tous les coups, quand on vous fait des propositions malhonnêtes, vous trouvez des fautes d'orthographe. Vous dites non, les professionnels ne peuvent pas faire ça. Et donc, vous dites tout de suite, non, ça, c'est pas bon. Donc, analysez aussi les sources et les citations. Vous pouvez prendre une citation et la mettre directement dans la bande supérieure de votre browser et vous allez trouver où elle a été utilisée auparavant. En fait, ce sont des choses que vous pouvez faire. Là ça devient plus sérieux. Mais ça devient sérieux sur un plan dans lequel vous êtes responsable de découvrir ou d'identifier le problème. Cherchez d'autres articles aussi, voir si cet article-là a été discuté ailleurs. Et puis en plus, et là on entre dans le rôle de l'intelligence artificielle, vous avez des quantités de vérificateurs de faits. Et je vous en donne quelques noms ici. Il y a fastcheck.org, snopes.com, politifact.com et j'en passe. Bon, je peux quand même décrire ce qu'ils font. Le Score. Google utilise un programme qui s'appelle Score et qui analyse les pages web et donne des notes aux pages selon leur mérite. Et donc, c'est une manière qui est utile. Pourquoi? Parce qu'elle est interne à la nouvelle elle-même et ne demande pas qu'on cherche des choses ailleurs, un peu différentes de ce que je viens de vous dire. Peser les faits, non? Un moteur de traitement du langage naturel peut parcourir le sujet d'une histoire et même en même temps que le titre, le corps du texte et sa géolocation. On peut faire tout ça à la fois. Donc, tous ces paramètres permettent d'avoir une meilleure idée. C'est d'ailleurs ce que fait l'intelligence artificielle automatisée pour identifier la valeur ou la non-valeur des choses qu'elle découvre. De toute façon, les faits sont confrontés à des sources médiatiques fiables. C'est une manière aussi d'utiliser brillamment les big data et autres choses à la disposition des systèmes analytiques, de confronter les choses. On peut prédire aussi, la portée, la direction de ce que vous êtes en train de lire. L'analyse prédictive soutenue par l'apprentissage automatique permet d'identifier la réputation potentielle ou existante d'un site web. Et elle peut être prédite en considérant de multiples caractéristiques, comme le nom du domaine et le classement d'Alexa. Alexa, vous la connaissez, vous l'avez chez vous, c'est l'assistant numérique qui va bientôt prendre possession de votre vie et qui est pour l'instant, est simplement dans le salon. Alors, découvrir les mots à sensation, lorsqu'il s'agit de nouvelles, le titre est la clé pour attirer l'attention du public. Ça, c'est clair. Alors, plus c'est scandaliseux, choquant, inquiétant, enfin, on sait ce que c'est que le sensationnalisme. Lorsqu'il s'agit de nouvelles, donc le titre est là pour vous faire suivre. Et donc, l'intelligence artificielle peut évidemment reconnaître, à force d'en trouver dans les big data, peuvent reconnaître ce qui porte à danger. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines parce que il y a énormément de systèmes qui ne fonctionnent pas parfaitement bien. Il faut toujours plus ou moins avoir
des vérificateurs. On ne peut pas se confier entièrement à l'intelligence artificielle, quelle que soit la quantité de sujets, ou plutôt de sites que vous pouvez utiliser pour arriver à un résultat. Mais je termine cette liste sur un, il y en avait bien d'autres, mais on peut passer à… Je termine la liste sur Feme, feme.eu, qui est la déesse grecque de la renommée et des rumeurs, et qui est un site dans lequel on fait des analyses automatiques de contenu pour vous mettre en garde contre, et c'est l'Union européenne qui le finance, pour mettre en garde contre les fausses nouvelles. J'aime bien que le Fémé est la déesse grecque de la renommée et des rumeurs. L'intelligence des rumeurs, c'est-à-dire la capacité d'identifier les rumeurs en temps quasi réel, est le grand défi en matière de données. Ce qui m'amuse ici, étant ex-étudiant de Marshall McLuhan, c'est que lui a dit In the age of instant information, rumors are the real thing. À l'ère de l'information instantanée, les rumeurs sont la vraie chose. C'est quand même une idée très amusante qui sortait en 1964. 4 types de faits, la spéculation, la controverse, la contre-vérité et la désinformation. 3 facteurs pour analyser la véracité. D'une part, l'information inhérente à un document lui-même, c'est-à-dire l'information lexicale, sémantique et syntaxique. Deuxièmement, le recoupement de ces informations avec des sources de données jugées particulièrement fiables, par exemple dans le cas des informations médicales. L'analyse, troisième chose, l'analyse de la diffusion d'une information, qui reçoit cette information et comment, et quand est-elle transmise à qui. Donc, on n'est pas sans armes, on n'est pas, et la France a elle-même eu un très grand mérite à présenter deux sites qui sont utilisés bien ailleurs. Crosscheck, malgré son nom anglais, est une innovation française pour précisément faire du fact-checking. Et Decodex, qui est la banque de données du monde et qui nous donne d'ailleurs régulièrement, je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou tous les mois, mais une liste de fausses nouvelles et qui explique pourquoi c'est faux. C'est donc très important. Mais le problème vraiment est beaucoup plus inquiétant parce que finalement, ce sont ceux comme vous et moi qui ont envie de savoir, qui vont chercher ça et qui vont y croire, voire croire à ce fact-checking et à Decodex et ainsi de suite. Mais ça, c'est une minorité. La majorité est celle qu'on a dit, ceux qui sont prêts à croire n'importe quoi. Je pense qu'on pourra en parler pendant les questions. On n'a pas encore réalisé le vrai potentiel de l'intelligence artificielle. On est en route, il y a de bonnes choses, mais on pourrait faire beaucoup mieux parce qu'effectivement, à ce moment-là, si on pouvait compter sur l'intelligence artificielle pour retrouver la très grande majorité des fausses nouvelles sans devoir les faire repasser par des chercheurs authentiques, ben on aurait gagné énormément. Ça peut arriver. On vient d'inventer un truc qui s'appelle GPT-3 qui permet de créer des quantités de fausses nouvelles. Donc, si on peut les créer, on peut aussi les repérer. Enfin, on verra ça dans la suite des événements. Alors, je vais arriver ici à la fin de ma présentation parce qu'au fond, là où je veux arriver, ce n'est pas tellement à estimer une chose que je ne peux pas vraiment faire comme un professionnel qui serait le rôle de l'intelligence artificielle dans le repère des fausses nouvelles, mais plutôt de dire, parce que j'en ai parlé tout le temps, d'où vient cette crise épistémologique. Nous sommes dans une situation de désordre général et qui est globale, qui n'est plus du tout simplement, ce n'est pas simplement l'infodémie, la pandémie, c'est pas seulement ça, nous sommes pris dans un étau de fausses nouvelles. Et alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça nous arrive? Alors, je voulais vous dire pourquoi je suis arrivé, comment je suis arrivé à comprendre qu'un jour, peut-être, l'humanité pourrait se passer du sens. D'abord, j'ai découvert que Google Translate, je vous l'ai dit, ne connaissait aucune langue. Donc, l'IA utilise la logique et les statistiques,
mais n'a pas du tout besoin du sens. Donc, c'est quand même extraordinaire d'arriver à traduire une langue, et bien en plus de ça. Enfin, Google, c'est plus, ça va, mais DeepL, c'est merveilleux, essayez-le. Réalisez qu'il n'y avait littéralement aucune signification dans les big data. Ça, c'est une autre observation que j'ai faite, parce que j'enseignais tout ça. Mais enfin, les big data, mais il n'y a rien dans les big data. Il n'y a rien jusqu'au moment où on a posé une question. Et s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Bon, vous me direz, c'est comme ça dans la vie courante. Ce n'est pas la même chose. Dans la vie courante, il y avait toujours soit pas de réponse, et on le disait, ou une réponse préalable, soit dans la pensée de quelqu'un, soit dans un vestige quelconque. Mais arriver à créer la réponse à partir de la question, alors il faut renverser l'éducation. Il faut dire aux gamins, écoutez, on vous croit sur parole, vous avez accès à Google et à Wikipédia. Maintenant, posez-nous les bonnes questions et là, vous allez pouvoir monter en grade. Hein, c'est ça qui est. En plus, donc, je suis arrivé à ce paradoxe selon lequel les algorithmes produisent des conclusions significatives et d'ailleurs ont un intrant très, très, très significatif. Hein, je ne doute pas que le sens joue un rôle. Mais le traitement de cette dimension sémantique n'est pas interne au système qui l'a produit. C'est ça le paradoxe pour moi. Et je soupçonnais aussi que la transformation numérique entraînait un changement de paradigme épistémologique dans lequel la médiation de la communication par le sens cesserait d'être le principal moteur de la prise de décision, parce qu'on en est là. Vous voyez, si aujourd'hui encore le médecin, le légiste, le juge, le chef militaire, le banquier utilise l'intelligence artificielle comme un conseil, bon, d'accord, mais ça ne va pas être comme ça pour tout. Très rapidement, on va automatiser, ce que je disais qu'on devrait faire d'ailleurs pour repérer les mauvaises nouvelles, on va automatiser non plus le conseil, mais la prise de décision et son exécution, comme par exemple déjà, c'est le cas avec les crédits sociaux et les caméras en Chine. En Chine, les gens sont suivis à la seconde. Et à la seconde, ils sont jugés. Et s'ils font quelque chose qui ne va pas, ils sont punis. Si au contraire, ils font quelque chose qui est très bien, ben, ils gardent leur point de départ. Et peut-être parfois, de temps en temps, ils sont vraiment récompensés. Mais ça, il faut voir encore comment ça marche. Donc, ma conclusion à ça, c'est que j'ai voulu trouver un créneau pour l'objectivité. Hein, on en a encore besoin, quoi, dans la crise épistémologique chaotique que le monde traverse actuellement. Alors, et j'en viens à ma dernière présentation, mes derniers mots, plus ou moins. La nécessaire médiation du sens a été soutenue par l'alphabétisation, qui a externalisé et publié les déclarations linguistiques en langue et divisé la cognition humaine entre la subjectivité du lecteur et l'objectivité du texte et donc du monde. C'est cette séparation de la cognition entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, qui est intervenu dans un système où on pouvait effectivement extirper la langue parlée, donc l'instrument de communication le plus important de tous, et le porter dehors. Et donc, le fond du problème, c'est que l'épistémologie que nous sommes en train d'apprendre, qui est celle de la transformation numérique, est en conflit direct avec celle de notre passé alphabétique. Notre passé alphabétique qui nous équipe d'une conscience intérieure, d'un système de rumination, de création linguistique, et ainsi de suite. Ce que nous devons à l'alphabétisation, c'est un meilleur contrôle personnel sur le langage. Et l'appropriation, d'ailleurs, du langage à un certain niveau. Une conscience privée, hein, c'est la constitution d'une conscience interne qui, alors, a dû se défendre contre l'Église pendant 200 ans de guerre de religion. La conscience privée, le droit à la conscience privée, c'est une chose que nous avons gagné avec le sang. Un sentiment d'autodétermination aussi, qui est peut-être illusoire, mais qui est assez fort. Je veux dire, on a l'impression, quand on descend dans la rue, qu'on on va dans ce magasin ou un autre, on fait un petit tour, on a l'impression d'être autodéterminé. Mais on l'est de moins en moins. On l'est de moins en moins. Et donc, cette distinction entre objectif et subjectif est extrêmement importante. Ça serait bien de la garder. On espère que la science pourra le faire. Parce que la transformation numérique annule
tout ce que nous a donné l'alphabétisation, annule la vie privée sous toutes ses formes. Nous sommes pénétrés d'algorithmes. Si vous avez Alexa chez vous, c'est elle qui vous dirige. Et parce qu'elle a des algorithmes pour vous donner ce qui vous plaît. L'autonomie mentale, physique et surtout morale. L'autonomie morale, c'est je suis responsable de mes décisions, je suis responsable des jugements, je suis responsable de mes actions. Au lieu de ce que j'ai décrit avec les crédits sociaux chinois, l'hétéronomie. Et la responsabilité est remplacée par la surveillance et le contrôle social. Alors, on comprend que des gens soient inquiets, qu'ils se mettent à croire à des théories folles comme celle de Quanon, par exemple. Ah non, là, ils dépassent. Mais ils n'ont pas tort de voir que quelque chose est en train de leur arriver. Pourquoi? Parce que la démocratie, elle a été inventée par l'alphabet. La démocratie, ça a été l'idée qu'effectivement, chacun de nous, peuple, depuis la Grèce antique, depuis Athènes, dispose d'une sensibilité différente des autres, a des responsabilités politiques et sociales différentes. Et donc, cette démocratie n'a plus lieu d'être dans un système qui vous décervelage, qui vous décervelle, comme disait Jarry. Alors, qu'est-ce que devient la démocratie sous le règne de la transformation numérique? Elle devient la datacratie. Donc, c'est donc ça, c'est là que je voulais en venir, parce que c'est très bien de partir du problème du langage dans son sens concret, c'est-à-dire toute cette utilisation folle des fausses nouvelles. On se demande d'ailleurs pourquoi tant de gens, d'une part, les suivent, mais surtout les font. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous interpelle profondément. Et je voudrais bien que l'on puisse poursuivre, même à la maison de l'IA et à l'université, la recherche sur la crise épistémologique, parce qu'on est en train de la vivre. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que... Oui, merci beaucoup, Derrick. Alors, je reprends la parole. Je suis Mariam Rousta-Giroux, directrice de Cannes Université. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. C'est vrai que la question des rumeurs, elle est importante, et en plus, les rumeurs, maintenant, avec Internet, circulent de plus en plus vite. Elles peuvent faire de plus en plus mal. Alors, maintenant, je me permets de donner la parole à Marco Landi. Marco, pour que vous rebondissiez, en fait, sur l'intervention de Derrick, et puis pour que vous nous donniez aussi votre vision avec cette expérience que vous avez dans le secteur informatique et chez Apple. Est-ce que d'ailleurs, à l'époque où vous étiez chez Apple, vous imaginiez un jour cette évolution des choses et cette circulation des fake news sur les réseaux sociaux? Merci, Madame Rousta-Giroux. Avant tout, je voudrais dire vraiment que l'Institut Européen est très content de participer avec Cannes Université, ainsi que des conférences que j'espère continuera aussi à 2021 et peut-être encore au-delà. Non, quand j'étais chez Apple au Texas Instruments, on ne s'attendait pas certainement de voir ce qui s'est passé. Quand même, si on regarde bien notre histoire, les fake news, les fausses nouvelles, mieux de dire, ils ont 2500 ans d'histoire. Si on se rappelle que Socrate a été emprisonné sur des fausses nouvelles qui ont été faites circuler par le poète Miletus. Il était obligé à boire la cicuta parce que des fausses nouvelles disaient que lui était en train de détruire l'éducation vers les jeunes et surtout était en train de faire de la corruption de la jeunesse. Nous tous, on connaît bien Socrate et certainement de tout ce que nous, on connaît, de tout ce que nous, on apprend, ce n'était pas certainement un corrupteur. Mais les fausses nouvelles ont amené à ça. Le mot fake news arrive pendant les périodes de la présidence ou les périodes de la pré-présidence entre Hillary Clinton et Trump.
C'est de là qu'arrivent les termes fake news et ils ont certainement envahi tous les réseaux sociaux avec des fake news. Certainement, les réseaux sociaux, ils l'ont amplifié. Et de plus que nous, on donne nos données à ces réseaux sociaux, de plus, ils seront capables de faire circuler des fake news. Et ce sont des fake news qui sont vraiment capables d'arriver à fragiliser notre démocratie. Je suis sûr que vous avez connu tous ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, qui l'ont fait aspirer 50 millions de données de Facebook. Et ils ont utilisé ces 50 millions d'adhérents à Facebook pour faire une campagne qui a certainement eu une influence sur la nomination de Trump comme président. Certainement, ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer. Et quand on voit que Facebook a été seulement pour une modique somme de 500 000 livres pénalisés, il signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Il y a un politologue qui a défini un nouveau mot. Nous, on est dans l'ère, il dit, de la post-vérité. Et c'est incroyable quand on réfléchit sur ça. Imaginez-vous que quand il y a eu l'inauguration de la présidence de M. Trump, son porte-parole a dit qu'il y avait plus de gens dans ce moment-là que dans toutes les autres inaugurations présidentielles. Ce n'était pas vrai. Mais il a quand même dit que la pluie s'est arrêtée le moment que le président a commencé à parler. Et ce n'était pas vu, et tout le monde qui l'a vu par télévision, les photos, on pourrait se rappeler. Mais ce qu'il est encore pire, qu'il s'est justifié avec ces mots-là. Parfois, nous pouvons être en désaccord avec les faits. Nous pouvons être en désaccord avec les faits. Et ce qu'il est pire, son patron, pour les défendre, il a parlé, il a invoqué des faits alternatifs. Imaginez-vous, on est vraiment dans une situation grotesque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avant tout, attention aux données qu'on donne. Attention à cet exchange que les réseaux sociaux sont en train de faire. Ils nous donnent accès à Facebook, à Twitter gratuit, et nous demandent nos données. Il a raison, Eric, quand il parle de datacratie. Mais c'est nous qui on peut arrêter ça. Et c'est nous aussi qu'il faut qu'on demande que les grands réseaux sociaux soient capables de mettre de la sécurisation dans leur réseau. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et il y a aujourd'hui la technologie qu'on peut le faire. Parce que comme on met des fausses nouvelles avec l'intelligence artificielle, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler les fausses nouvelles. L'intelligence artificielle peut aider à contrôler les fake news. Et il y a déjà des activités dans ce sens-là. C'est un travail de fourmi, hein, parce qu'il faut filtrer toutes les informations, les trier. Mais on a des algorithmes
qu'au lieu de cibler sur le ciblage des utilisateurs, ils sont capables de travailler sur la vérification des informations. Il faut demander que ça soit fait. Il faut faire sentir notre voix, limiter de donner nos données, mais exiger qu'il y a ce qu'on appelle un fact-checking. Et ce qui est très important, que les informations fausses circulent, continueront à circuler sur les réseaux sociaux. Mais on serait capable, avec l'intelligence artificielle, de faire de façon que si un utilisateur clique sur une fausse nouvelle, il pourra se voir proposer des contre-informations. Une approche qu'on appelle le fact-checking. Merci beaucoup. Non, donner et absolument demander du fact-checking. Merci. Merci beaucoup, Marco, pour cet éclairage. Maintenant, j'ai une question à poser à Laurence Vanin. Laurence, on n'avait pas préparé, mais pour toi, c'est quoi la motivation profonde de ces gens qui diffusent ces rumeurs voilà, sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Mais c'est quoi la motivation profonde? Est-ce que c'est la destruction de la démocratie, la destruction des personnes? Eh bien, écoute, bonjour à tous. Déjà, bonjour à Cannes Université. Je suis heureuse de vous retrouver. Puis bonjour à mes chers collègues. Je trouve tous vos propos, bien entendu, très intéressants. Alors, pour répondre à la question, oui, en fait, tout pose. En fait, le problème renvoie à l'amour que nous pouvons porter ou non à la vérité. J'entendais notre cher collègue, Monsieur de Kerkhoff, dire on est dans une crise du sens. On peut perdre le sens parce que l'algorithme n'interprète pas. Mais on pourrait dire aussi que c'est peut-être pas le sens que nous perdons, mais le sentiment de la quête de vérité. À ce moment-là, ça serait la perte d'une valeur plutôt. Et le sens, eh bien, serait plutôt second. Ce qui veut dire que si on ne s'intéresse plus à la vérité et que quelque part la société, puisque l'intelligence artificielle propose du virtuel, propose la possibilité justement d'être dans un monde dématérialisé, pourquoi finalement l'amour du vrai porté par les philosophes serait le plus important? On sait depuis Nietzsche que le vrai n'est pas forcément la priorité et qu'il faut faire tomber les fausses idoles. Pourquoi la société, effectivement, ne changerait-elle pas de paradigme? Et à partir de ce moment-là, ce ne serait plus la vérité que l'on chercherait, mais un sens qui, même s'il est tronqué, s'il est faux, eh bien, nous servirait encore et nous serait utile. Pourquoi nous serait-il utile? Parce que jusqu'à présent, nous avons construit nos raisonnements sur le refus de l'absurde. Alors, je parle d'un autre absurde que celui évoqué par notre cher collègue un petit peu avant. Je parle de l'absurde de Camus, l'absurdus, ce qui ne répond pas. Il vaut mieux pour nous une réponse, même fausse, plutôt que de tomber dans le néant du vide qui ne répond pas. Et là, dans ce moment-là, on pourrait penser à presque un pouvoir de l'IA. Autre chose aussi, en philosophie, on prône tout le temps l'esprit critique en disant il faut réfléchir, remettre en question, parce que le monde de la doxa, le monde de l'opinion, le fond de la caverne qui ressemble à nos écrans aujourd'hui, eh bien pour le philosophe, c'est quelque chose auquel il est accoutumé depuis très longtemps. Quant à la fake news, qui met en œuvre la fake news? Et c'est là qu'on peut poser la question de l'opacité de celui qui émet. Alors, est-ce que c'est, comme dirait Hannah Arendt, la possibilité de proposer un nouveau totalitarisme? Est-ce que c'est une façon aussi d'entrer dans une propagande? Est-ce que, puisque justement on est dans une crise de l'épistémologie, le cher collègue nous l'a bien rappelé, est-ce que cette crise de l'épistémologie nous amènerait pas aussi à l'idée que l'homme aime trouver des réponses, mais qui ne sont pas les réponses, qui amènent à de la science ou du savoir, comme s'il y avait une déception par rapport à la science, et qu'on préfère aujourd'hui la facilité de l'esprit. L'intelligence artificielle permet une paresse de l'esprit, puisqu'elle peut répondre à votre place, et en même temps, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque c'est par l'intelligence artificielle qu'on peut avoir la fausse nouvelle, et c'est aussi l'intelligence artificielle qui pourrait montrer que la nouvelle est fausse. Donc, en fait, la grande question, c'est de se demander si les hommes ont toujours ou aimeraient toujours poursuivre cette quête de vérité ou les valeurs telles qu'elles étaient préconisées par Platon. Est-ce que la crise du sens aujourd'hui ne nous renvoie pas à la question essentielle de savoir qui se cache derrière quoi et quel est l'objectif?
Et on a envie de dire aujourd'hui, peut-être que l'objectif est purement financier. Parce que si effectivement l'intelligence artificielle produit du mensonge ou de la fausse nouvelle qui alimente en quelque sorte toujours la curiosité et l'envie de posséder l'abonnement suivant qui vous permettra de connaître la suite de l'histoire, même si elle relève d'un complot, on se demande si justement ce n'est pas un argument commercial pour celui qui engendre des systèmes qui fabriquent de la fausse nouvelle, eh bien de nous faire acheter ou en tout cas d'être des bons consommateurs de cette IA peut-être utilisée à mauvais escient ou en tout cas pas en conformité avec la morale. Autre chose aussi qu'on pourrait dire, c'est que ce droit à la citoyenneté numérique, il est peut-être essentiel, mais en même temps, on se rend compte que les hommes aujourd'hui sont un peu d'ailleurs comme autrefois, ils aiment être, comment dire, mus par leurs émotions. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle crée une sorte de leurre ou d'illusion qui fait que si j'arrive à penser que derrière le robot qui me parle, il peut y avoir une entité, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a qu'une intelligence artificielle, c'est que j'ai envie de m'arrêter à ce premier degré des choses parce que ce premier degré des choses me satisfait. Si l'autre me répond, eh ben, il comble ma solitude. Si l'autre est là en tant qu'objet qui donne l'impression d'exister tout comme moi, eh bien, il répond aussi à ma sorte de faille narcissique qui fait que l'objet me permet d'exister autrement à travers, non pas un regard, mais à travers une IA qui a très bien collecté mes données et qui sait exactement comment me répondre pour satisfaire en réalité l'ego qui est le mien. Donc il y a une sorte de double langage, il y a une sorte de manifestation de l'objet et nous n'avions pas l'habitude de ces objets qui nous parlent, des objets qui prennent sens autour de nous parce que nous projetons sur eux du sens. Et la grande question qui se cache derrière tout ça, c'est le statut de la conscience. Qu'est-ce qui fait que je suis conscient des choses et que parfois je suis dans le déni de conscience au point d'accepter qu'une IA me dise les choses sans que j'ai véritablement envie d'aller les vérifier ou les contrôler. Donc, on est toujours dans ce rapport particulier entre le sujet et l'objet, cette façon dont nous pouvons appréhender le monde et les choses. Et j'ai l'impression que l'intelligence artificielle propose une sorte d'accélération du processus qui nous permet d'avoir en face de nous, à partir de la fabrique des objets, eh bien, quelque chose qui nous donne plus d'existence et qui nous permet de nous émouvoir, puisque maintenant on a de l'émotion artificielle à l'égard de l'objet. Et j'aime à dire quelle difficulté aujourd'hui de se dire que je peux aimer mon robot parce qu'il m'est sympathique et détester un humain qui serait désagréable pour moi. Parce que là, j'ai un effort d'humanité à produire, là où une intelligence artificielle ne m'oblige pas à cette empathie, à cette, à cette quête de l'autre, même si l'autre parfois est difficile à vivre, comme je peux l'être moi aussi également. Donc vous voyez, je pense que ce sujet est très vaste et il y a énormément de choses à en dire, mais merci beaucoup pour ce premier éclairage, parce que je trouve que quand on voit toute l'énumération je reprends notre collègue, faire une évaluation visuelle, identifier la source, vérifier, etc., on se dit, mais sans l'intelligence artificielle, sans la modernité des technologies d'aujourd'hui, déjà, au milieu des hommes, lorsque nous avons à vivre avec eux, nous devons encore nous interroger sur les simulacres, les illusions, les opinions. Donc, ça n'a pas changé, ça a juste pris une autre dimension, celle que permettent aujourd'hui les technosciences. Pour cette vision philosophique, comme toujours, d'un sujet plus technique et plus scientifique. Pour finir, je veux donner la parole à Candace Johnson. Alors, moi, j'ai l'impression de ces échanges qu'on a l'impression qu'il y a un combat du bien contre le mal et que l'intelligence artificielle est des deux côtés. Candace, est-ce que l'intelligence artificielle va l'emporter un jour sur l'intelligence humaine? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est dangereux? Enfin, comment on peut entrevoir l'avenir dans ces conditions? Merci beaucoup, Mariam, et merci aussi à Khan University pour avoir organisé cette conférence et à Derek de nous avoir tous pensé, poussé à penser. Donc, effectivement,
je suis américaine et j'ai grandi dans une famille où j'avais à la table Vinton Cerf, le fondateur de l'Internet, le père de l'Internet, où j'avais Werner von Braun et j'avais aussi mon père qui avait créé les premiers satellites pour les États-Unis et ensuite le premier satellite privé domestique aussi dans le monde. Et j'ai eu le grand honneur de le suivre en créant Astra, SES, qui était le premier satellite transfrontalière, privé, et aussi qui était devenu le plus grand système de satellites au monde. Et c'est très, très, très intéressant, le IA, puisque je vois le IA comme je vois les satellites. Vous mettez dans le IA ce que vous recevez. Et c'est la même chose avec les satellites. Vous mettez quelque chose au satellite et c'est un miroir. Et tout ce que vous mettez, c'est redonné, mais sans qu'il y a du tout de l'intelligence, vraiment. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle aujourd'hui, on l'appelle quand même toujours machine learning. Machine learning, c'est-à-dire ça se répète et une fois que la machine a appris, alors il peut refaire des choses. Donc, pour moi, le IA est très comme les satellites. Et j'ai toujours dit et j'ai grandi avec toutes ces personnes incroyables qui m'ont toujours tous dit que la technologie doit servir l'être humain. Je suis une musicienne classique. Et c'est exactement comme avec Debussy. Il a toujours dit la musique doit servir. L'être humain doit servir la musique et la technologie doit servir l'être humain. Je dis toujours à tout le monde que, étant américaine et ayant vécu ici en Europe, en Russie, en Allemagne, au Luxembourg, en France, pendant les dernières 35 ans de ma vie, que quelquefois c'est facile d'être une Américaine et quelquefois c'est difficile d'être une Américaine. Et c'est sûr que ces 4 dernières années étaient les plus difficiles de ma vie, puisqu'on avait à la tête de notre pays, qui était quand même une des plus grandes démocraties du monde, quelqu'un qui n'était pas démocratique, qui ne servait pas la vérité, qui était et qui utilisait l'Internet un peu comme, franchement, les nazis ont utilisé la radio et la télévision pour faire le propagande. C'était affreux. Mais je pense toujours à mon ami Vinton Cerf, qui a écrit déjà en 2016 qu'il fallait qu'on utilise l'Internet pour le bon, qu'on fasse l'éducation, que le bien gagne sur le mal. Et donc, je suis quelqu'un de positif. Je pense que vraiment, l'intelligence artificielle va donner l'outil à nous tous, mais c'est à nous, les êtres humains, de l'utiliser pour le bon. Je vais finir en citant mon ami à la Nouvelle-Zélande
qui a travaillé beaucoup avec d'ailleurs le président Macron et le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande pour le Christchurch Call, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'elle a parlé du Dark Internet, exactement comme Vinton Cerf en parle. Il faut absolument que tout le monde se mette en bataille contre le Dark Internet et que le bien gagne. Comme je dis en anglais toujours, don't let the bad guys win. Laissons-nous avoir nos valeurs et utiliser la technologie, le IA, pour nous aider à trouver les vaccins contre le COVID-19, à mieux améliorer notre environnement. Il y a tellement de choses qu'on peut faire positives. Merci. Merci beaucoup, Candace, pour cette intervention. Vous venez d'un pays qui nous donne quand même toujours des leçons de démocratie. Je voulais en fait vous remercier tous pour cette intervention. D'Éric de Kerkhove, Marco Landi, Laurence Vanin et Candace Johnson. J'espère vraiment qu'à l'université pourra collaborer avec vous pour l'organisation d'autres conférences sur ce même thème. Je tiens aussi à remercier Tania qui nous a aidés dans toute l'organisation. Donc je vous salue tous. Je vous dis au revoir et puis n'oubliez pas que cette conférence, vous pouvez la visionner en replay sur notre page Facebook et que mardi prochain à 18h, on vous donne un nouveau rendez-vous. On vous donnera le thème très bientôt. Et puis bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir Tout le monde. Et merci Mariam. Merci à vous quatre. Merci à Merci l'université. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À très vite. Au revoir.